Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la PCA. Donc la PCA, qu'est-ce que c'est? C'est de la Principal Component Analysis, ou de l'analyse par composante principale. Ce qu'on va faire, c'est que, vous avez vu, on avait quand même 142 colonnes, 142 variables explicatives, ce qui fait que ça fait beaucoup, parce que, en plus, on a 60 000 échantillons, donc 60 000 fois 142, vous voyez que ça fait vraiment beaucoup de données, et donc du coup, ça risque d'être lourd. Et le truc en plus, c'est que, en fait, nos 142 variables, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes super importantes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup réduire le nombre de variables explicatives, ou réduire le nombre de dimensionnalités, avec du coup de la PCA, qui va en fait essayer de sélectionner les variables qui sont les plus intéressantes, celles qui expliquent en fait la variance, en fait. Donc plus on a une variance qui est expliquée par le nombre de composantes, mieux c'est. Et donc en fait, si on arrive à avoir une bonne explication de la variance de nos datasets, avec un nombre de variables diminué, avec moins de variables, du coup c'est intéressant, parce qu'en fait ça veut dire que ces variables expliquent beaucoup plus la variance de notre dataset, donc c'est-à-dire la répartition de nos données. Et donc, si on a moins de variables, mais des variables pertinentes, du coup, on va pas trop perdre en accuracy, et on va réduire le temps de calcul, en fait, de nos algorithmes de machine learning, donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder, en fait, combien de variables ou de composantes semblent utiles, en fait, semblent intéressantes pour bien analyser la variance. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est réussir à au moins expliquer 80% de la variance. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser PCA du coup de scikit-learn, on va le fit. Ah oui, aussi, je vais juste vous montrer. Donc là j'avais fait avec 2 composantes ou 3 composantes, donc juste 2 ou 3 variables. On le fera pas, parce que tout simplement on va faire un truc beaucoup plus générique, mais ce qu'il faut penser, c'est bien évidemment à faire un pré-processing sur nos données, parce qu'il faut les standardiser, et donc du coup en fait simplement un pré-processing.standardscaler.fit, et ensuite x égale à scaler.transform. Du coup c'est pour pouvoir du coup standardiser nos données. Donc ça c'est bien important de le faire avant du coup d'utiliser de la PCA. Donc ensuite, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la PCA sur nos nouvelles données X qui ont été standardisées, et on va faire ensuite du coup, on va récupérer la somme cumulée en fait de la variance expliquée, et on va du coup afficher l'évolution de la variance expliquée en fonction du nombre de composantes qu'on garde. Donc au début on va avoir 0 composantes, et au fur et à mesure on va rajouter de plus en plus de composantes, et donc normal, la variance aussi va être de plus en plus expliquée, parce que on va rajouter de plus en plus de variables. Donc voici du coup notre petit plot. Donc du coup on voit l'explication de la variance, donc on arrive facilement à 80% vers 30 ou 35 variables explicatives, et à 50 variables explicatives, on est à peu près sur du 90% de variance expliquée. Donc ça devient très intéressant. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'était de prendre 50 composantes et 35. 50, ça faisait quand même encore pas mal de données, mais c'était quand même pour tester. On va appliquer du coup nos données, notre PCA, où on va récupérer du coup 50 composantes principales. Donc le premier algorithme de machine learning qu'on va faire, c'est du k-means. Donc le k-means, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser du coup 2 clusters. Donc le k-means, qu'est-ce que c'était? C'était tout simplement un algorithme en fait qui sépare en 2 clusters, en k clusters, k groupes différents en fait nos données. Et quand on a une nouvelle donnée, et on l'affecte au cluster qui est le plus proche d'elle. Voilà, donc nous on va en prendre 2 clusters ici. Pourquoi? Tout simplement parce que on a 2 variables à expliquer, on a 2 labels, donc du coup ça semble approprié en fait de faire 2 clusters bien distincts. Et du coup ce qu'on va faire, c'est que on va entraîner notre k-means sur nos données d'entraînement, et on va afficher les matrices de confusion. Le truc qui est intéressant, c'est que du coup on peut voir en fait s'il a bien prédit. Donc en fait labels, donc ça va être les clusters. Les clusters c'est des labels en fait en quelque sorte, c'est-à-dire que le premier cluster ça va être le label 0, le deuxième sera le label 1. Et du coup on va voir du coup les bonnes prédictions avec cette matrice de confusion. Donc on regarde du coup pour les données X, ok, ce que ça nous donne ici, il me manque... Ah non, c'est ici, ok. J'avais un doute, je me demandais où était passé en fait mon algorithme k-means, mais en fait c'est bon, il est bien ici. Ok, donc là c'est juste la matrice de confusion. Donc en diagonale du coup ça veut dire c'est les bonnes prédictions, c'est-à-dire qu'on a bien prédit 1, sachant que le vrai label c'était 1, et là on a prédit 0, sachant que le label c'était 0. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc, rappelez-vous, il y a 59 000 échantillons qui sont associés à la classe 0, et 1000 qui sont associés à la classe 1. Et donc, on remarque qu'on a 57 000 échantillons qui sont bien prédits pour la classe 0 et 700 pour la classe 1. C'est pas mal, mais on voit quand même qu'on a quand même 1000 échantillons qui ont été prédits 1 alors qu'en vrai il était 0. Donc en fait, on a prédit 1000 camions qui devaient aller, qui étaient en panne et qui devaient être réparés alors qu'en réalité, ils n'avaient aucune panne. Et le problème aussi, c'est que là, on a presque 300 camions qui étaient prédits sans panne alors qu'en réalité, ils en avaient un.
en réalité ils avaient une panne. Donc là c'est beaucoup plus inquiétant. On va peut-être essayer du coup de passer sur autre chose. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est que du coup on va descendre un petit peu donc, de composantes. Pourquoi? Parce que avec 35 on avait quand même à peu près 80% de l'avance expliquée. Donc ça va permettre de réduire un petit peu les temps de calcul. Et on va refaire un K-means. Cette fois-ci le K-means en plus on va voir en fait l'évolution du coefficient silhouette, donc du coup qui est une métrique pour évaluer un petit peu notre K-means. Bon après c'est pas un truc totalement parfait, c'est pas le truc qui nous dit si le cluster, enfin si le K-means a fait de très bons clusters. Vous le verrez d'ailleurs vu qu'on a les labels, on pourra du coup comparer avec une matrice de confusion. Mais c'était juste là pour essayer de le montrer. Du coup là cette fois-ci on a 35 du coup variables explicatives. On va faire varier du coup le nombre de clusters de 2 jusqu'à 10 compris. Et on va regarder le coefficient silhouette à chaque fois, et on voit que le coefficient silhouette, donc le coefficient silhouette il va entre -1 et 1 je crois, ou 0 et 1, je sais plus, enfin en tout cas, faut le faire converger vers 1, donc plus il est proche de 1, mieux c'est, et on voit qu'il est il est proche de 1 seulement quand on a 2 clusters, après ça se pète la gueule. Et ensuite, du coup, on peut essayer de voir avec la matrice de confusion, et on reste en fait, on voit bien sur les mêmes types de résultats pour l'entraînement. Donc bon, on a à nouveau oui pas mal pour la classe 0 est plutôt bien prédit. Pour la classe 1 par contre ça l'est un petit peu moins quand même. On voit que on a quand même presque 300 données qui sont mal prédites sur 1000, donc c'est pas non plus surgénéré. Vous voyez que c'est pour ça qu'on fait pas d'accuracy par exemple ici, parce que on aurait une accuracy de je sais pas de 90% à peu près je pense. Genre on a quoi, on a presque on a dans les 58 000 ouais presque 59 000 données qui sont bien classées. Mais le problème c'est que c'est un peu biaisé parce que en fait les données qui sont bien classées ce sont surtout celles de la classe 0 et pas de la classe 1. Et donc du coup c'est pour ça qu'une accuracy globale ne sera pas importante, ou une accuracy par classe, là pour le coup sera un peu plus intéressant. Je l'ai pas fait ici, je crois que je le fais un peu après, mais en tout cas c'est pas forcément nécessaire de faire une accuracy par classe. En fait nous ce qu'on veut voir en fait c'est, enfin ça se voit je trouve beaucoup plus avec une matrice de confusion. On voit que oui en fait on a une bonne classe qui est bien prédite, c'est normal, c'est la classe dominante, celle qui a le plus de données, enfin le plus de labels, et du coup celle qui est minoritaire elle est un petit peu oubliée. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'autres algorithmes. Alors aussi on peut faire un y.ravel, donc ça c'est juste pour transformer un petit peu la dimension de notre y, parce que des fois il y a des algorithmes qui veulent pas en fait un y en fait qui soit une matrice de n lignes et une colonne. Bon je sais pas trop pourquoi, c'est scikit-learn qui réagit comme ça, mais c'est pas grave. Aussi ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser nos données tests, donc pareil on va leur appliquer une PCA du coup, donc avant on va faire du coup de la standardisation, et pareil on va les ravel après du coup pour en faire juste un seul vecteur, enfin pour en transformer ça en un vecteur.